Le mécanisme d'endocardite marastique, donc il faut oublier maintenant l'infection, les bactéries, ça répond essentiellement à un double mécanisme. D'une part, une blessure, une lésion de l'endocarde. Ça peut être la valve, mais ça peut être aussi les cordages. C'est souvent des localisations d'endocardite marastique. Et puis un phénomène d'hypercoagulation qui en général répond à deux mécanismes, soit une maladie auto-immune sous-jacente, soit le plus souvent un cancer. Les présentations en imagerie, je n'ai pas le temps de vous faire tout ce détail, c'est des aspects très particuliers d'images verruqueuses qui touchent souvent deux valves qui sont parfois mobiles, mais en général ça fait moins de 10 mm, très adhérentes, et ça peut toucher l'ensemble des valves. Et lorsque vous avez la chance d'avoir un examen anatomopathologique, vous avez ici la valve et puis vous avez surtout du thrombus et il n'y a pas de végétation, donc c'est des amas fibrinoplaquettaires qui sont stériles. On vous a dit, les endocardites, c'est rare, 2000 cas en France. Les endocardites marastiques, c'est la rareté de la rareté, finalement. J'essaie de vous donner quelques ordres d'idées. Dans le lupus, c'est 0,2% des sujets qui ont un lupus qui vont développer une endocardite marastique. Dans le cadre du cancer, donc l'autre étiologie, dans un recrutement de laboratoire qui fait près de 4000 échos aux États-Unis sur 20 ans, ils ont identifié une quarantaine de cas, donc vous voyez, c'est rarissime. C'est plus fréquent dans les études post-mortem, chez les patients atteints de cancer, c'est 1,3% des études post-mortem. Et quand les patients sont en situation métastatique, c'est plutôt 4%, qui est probablement le principal facteur du risque du développement des endocardites. Donc deux étiologies à retenir, les cancers et les maladies auto-immunes. Lorsque l'on regarde les cancers, les principaux cancers, il y en a trois types, les cancers pulmonaires, les cancers du sein et les cancers pancréatiques. Et dans ces cancers, la principale cadre histologique, c'est les adénocarcinomes. L'autre notion qu'il faut avoir, c'est que ces endocardites marastiques, qu'elles soient dans le cadre du lupus ou dans le cadre des cancers, sont associées, c'est la principale complication, à des manifestations thromboemboliques artérielles, essentiellement des accidents neurologiques. Et c'est très fréquent dans le lupus et c'est encore plus fréquent dans les endocardites marastiques liés au cancer. Et vous voyez que les taux d'accidents vasculaires cérébraux sont considérables. C'est quasiment 16% sur 2 ans dans cette étude, qui est quasiment la seule qui a réussi à colliger de manière sérieuse, j'allais dire, ces événements thromboemboliques. Le deuxième point, c'est que la mortalité, indépendamment de la prise en charge, est extrêmement importante et c'est un point que vous devez avoir et qui va guider votre prise en charge lorsque vous allez les discuter avec les oncologues et avec évidemment leur team. C'est quasiment 80% des patients sont décédés dans les 2 ans, quelle que soit la prise en charge, essentiellement à cause du terrain sous-jacent, ici le cancer, qui va driver l'essentiel de la mortalité indépendamment de votre prise en charge. Alors j'aurais aimé vous présenter des recommandations de ce tableau qui figure dans les recommandations, mais pour les endocardites marastiques, voilà, c'est un long laïus, c'est une demi-page avec des pétitions de principe. Il faut éventuellement anticoaguler les patients, il faut éventuellement traiter le lupus, il faut éventuellement traiter le cancer, donc on n'a pas véritablement de preuves. Pour les indications, en tout cas emboliques, vous allez évidemment vous appuyer sur les recommandations de l'ESC 2023, mais pour tout le reste, ça va être assez difficile. Donc pour essayer de résumer ce que l'on peut faire pour la prise en charge de ces patients, je voulais montrer le mécanisme, c'est essentiellement une hypercoagulation à la surface de la valve. Vous allez discuter essentiellement le traitement anticoagulant dans l'étiologie lupique ou dans l'étiologie cancer, avec des difficultés d'anticoaguler, notamment les patients atteints de cancer. Ce n'est pas toujours facile de le faire. Vous allez discuter la chirurgie de manière élective dans quelques situations bien particulières. Et puis surtout, vous allez devoir discuter le traitement de la pathologie sous-jacente, et ça, c'est important, soit le cancer, évidemment, soit l'auto-immunité. Évidemment, le lieu idéal pour discuter de ces prises en charge, c'est leur team, avec un nouveau spécialiste qui est le cancérologue. Donc ça fait rentrer un 13e ou un 14e acteur dans la discussion du vendredi soir, ou le spécialiste de médecine interne qui va venir discuter avec vous la prise en charge spécifique de la maladie sous-jacente. Alors, est-ce que l'on peut faire émerger des notions communes à ces deux prises en charge? Le traitement anticoagulant, ici c'est des données spécifiques de la prise en charge du cancer. Le traitement anticoagulant, lorsqu'il est réalisable, quelle molécule choisir? Là, il n'y a aucun niveau de recommandation. Ce qui est fait dans la pratique quotidienne, on va dire, c'est essentiellement des HBPM dans ce registre multicentrique européen. Encore une fois, c'est 40 cas qui ont été isolés. C'est des HBPM dans 50% des cas, de l'héparine non fractionnée dans 30% des cas. Et puis certains ont tenté les anticoagulants oraux directs ou les antivitamines K. Il n'y a aucun moyen de choisir une thérapeutique plus efficace que l'autre. C'est surtout le terrain qui va guider votre prise en charge et la faisabilité finalement de l'anticoagulation en fonction du projet thérapeutique, des interactions médicamenteuses, du niveau de plaquette du patient et surtout des sites hémorragiques éventuels et surtout de la pertinence de l'anticoagulation. Un point important pour moi, c'est ça, en fait, dans des registres un peu plus anciens. C'est la méta-analyse la plus large, c'est 400 patients collectés sur 30 ans dans la littérature. Donc vous voyez que c'est très très loin des chiffres que vous avez dans l'endocardite infectieuse. Le point important, c'est que dans 30% des cas,
l'anticoagulation n'est pas réalisable. Et donc ça, c'est un point important que vous devez avoir en tête. Il faut certes les anticoaguler, probablement, ça modifie l'évolution, mais ce n'est pas réalisable dans 30% des cas à cause des caractéristiques des patients. Et c'est clairement montré de nouveau dans ce registre. C'est les patients, lorsqu'ils sont anticoagulés dans le contexte d'endocardite marastique non bactérienne et qui ont un cancer, voilà, le taux d'hémorragie majeur, c'est quasiment 12% dans les 2 ans qui suivent l'instauration du traitement anticoagulant. Donc, véritablement avec prudence chez ces patients. L'autre stratégie qui est envisageable, c'est la chirurgie. Et donc là, je vous ai isolé cette publication qui a discuté chaque cas de ces patients en heure team. Donc ça donne probablement des indications basées sur les recommandations, donc essentiellement sur le délabrement valvulaire, la taille de la végétation, une indication hémodynamique. Ça ne concerne que 13% des patients pour lesquels on propose une indication opératoire, soit parce que le patient peut aller au bloc opératoire et bien évidemment parce qu'il a une indication à être opéré. Lorsque l'on regarde la mortalité opératoire de ces patients, elle est extrêmement préoccupante et vous devez l'avoir en tête lorsque vous posez une indication opératoire, puisque 30% des sujets vont décéder dans le premier mois qui suit la prise en charge, lorsqu'ils ont été traités chirurgicalement, et ce n'est pas différent de la prise en charge médicale. Et à 1 an, 50% des sujets qui ont bénéficié d'une chirurgie sont décédés, ce n'est pas différent de la prise en charge médicale. Et puis la troisième stratégie, c'est le traitement du cancer sous-jacent, et donc je vous montre un cas de prise en charge chimiquement pure du traitement du cancer. C'est un patient qui a été pris en charge ici à la Pitié-Salpêtrière. Et donc c'est une patiente de 45 ans qui se présente aux urgences pour un accident, pour des manifestations neurologiques qui vont révéler un accident vasculaire cérébral, qui est exploré par une échographie transœsophagène, qui retrouve ces amas, vous voyez, très adhérents sur les deux faces. Donc ce cas, c'est un cas intéressant puisqu'il illustre chez cette patiente qu'on n'a pas pu, qui se présente donc d'une part pour un accident neurologique qui est exploré ici à la Pitié par une échographie transœsophagène. Vous voyez ces végétations très adhérentes. Le message, c'est qu'on découvre concomitamment à cet accident cérébral un cancer. Donc c'est une des modalités de révélation des endocardites bactériennes. Ça révèle très souvent dans 50% des cas un cancer. Et l'autre chose, cette patiente n'a pas pu être anticoagulée, parce qu'elle avait un accident neurologique et que les neurologues ont contre-indiqué l'anticoagulation et qu'on a pu seulement proposer le traitement de la néoplasie sous-jacente. Et donc, elle a eu un traitement spécifique de ce cancer pulmonaire. Voilà, on découvre le cancer en même temps que la végétation et on traite le cancer, donc sans traitement anticoagulant. Et vous voyez la régression complète des lésions de végétation et la guérison du cancer. Vous voyez ici avec la disparition de la masse intrapulmonaire attestée par le TEP. Et donc, c'est l'exemple, j'allais dire, pur finalement de la prise en charge uniquement basée sur la prise en charge du cancer, sans traitement anticoagulant associé. Donc, c'est un point important chez ces patients, c'est de penser évidemment, 1, à traquer le cancer et 2, évidemment, à le traiter de manière spécifique. La deuxième étiologie, ce sont les étiologies lupiques, maladies auto-immunes, et 2 grands cadres, les syndromes des antiphospholipides et les lupus. Et là aussi, c'est associé à un taux d'accident thromboembolique majeur. Quasiment 60% des patients vont avoir au cours du suivi un événement thromboembolique, essentiellement des accidents vasculaires cérébraux. Mais le point de différence avec les cancers, c'est que la mortalité est tout à fait différente. Vous voyez que ici, ces 2 courbes de mortalité comparées des patients avec une endocardite non bactérienne dans le cadre d'un cancer d'une part, et dans le cas de maladies lupiques, le pronostic est tout à fait différent lorsque ces patients sont pris en charge. Le traitement anticoagulant fait partie de la prise en charge de ces patients. De nouveau, des registres de très faible ampleur. Sur 20 ans, ici, 45 cas qui ont été colligés, qui ont été traités de manière conservative par un traitement anticoagulant. Tout a été testé. Les AVK, les héparines dopaminomoléculaires et les anticoagulants oraux directs chez 70% des patients. Et chez 30% des patients, de nouveau, là, on est obligé de traiter de manière chirurgicale ces patients, et c'est en général des remplacements valvulaires ou juste des réparations valvulaires chez 30% des cas. Le pronostic opératoire chez les patients qui ont une maladie lupique ou un lupus est tout à fait différent des patients atteints de cancer, puisque quasiment 70% de ces patients sont vivants. Ce qu'il ne faut pas faire pour l'instant, probablement chez ces patients, c'est utiliser les anticoagulants oraux directs. Vous savez, notamment pour le rivaroxaban, c'est un essai de non-infériorité qui avait comparé le rivaroxaban aux antivitamines K chez des patients qui n'avaient pas d'endocardite marastique, mais qui avaient eu un événement thromboembolique. Le rivaroxaban et les anticoagulants oraux directs font moins bien que les antivitamines K. Donc je crois que pour l'instant, ça peut rester une contre-indication prudente de ne pas utiliser les anticoagulants oraux directs dans cette indication. Et c'est le sens des recommandations de nos confrères de médecine interne. Donc si vous devez anticoaguler ces patients, contrairement aux patients atteints de cancer, c'est probablement uniquement HBP, mais antivitamine K. Et puis enfin, la chirurgie, comme je vous l'ai dit, ici a été portée comme suivant les recommandations pour des fuites valvulaires importantes ou des sténoses importantes ou des végétations de plus de 20 mm.
Et vous voyez, le risque opératoire dans cette population est relativement acceptable. Il semblerait que la chirurgie, quand même, puisse être proposée de manière un peu plus sereine que dans le cadre du cancer. Donc, en conclusion, je vous ai montré que l'endocardite marastique, c'était une faible incidence. Les deux principales étiologies, c'était le cancer et les maladies auto-immunes. Les complications thromboemboliques sont fréquentes dans les deux entités. Quasiment 60% des patients vont avoir à un moment ou à un autre de la prise en charge un accident thromboembolique. La prise en charge, il n'y a pas de niveau de recommandation, c'est véritablement des collections de cas cliniques, mais en tout cas le traitement anticoagulant, on peut considérer, il reste un traitement de première ligne chez les patients qui n'ont pas d'indication opératoire. Et dans le cadre du cancer, vous pouvez utiliser toutes les molécules, mais là encore, le plus souvent, vous ne pourrez pas anticoaguler ces patients. Chez les patients lupiques, clairement, pas d'indication d'anticoagulant oraux direct pour le moment. Et discuter la chirurgie, comme chez les patients qui ont une endocardite bactérienne, sur le risque thromboembolique et les végétations de plus de 10 à 20 mm, ou bien sur les détériorations importantes des valves, sténosantes ou fuyantes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Stéphane. Est-ce que vous avez des questions brûlantes? Donc, avec cas plutôt forte dose d'ailleurs sur oui. SAPL lupus, et puis pour le cancer, c'est plutôt les HBPM, donc c'est logique. Ouais. Tu ne nous as pas dit corticoïdes pour SAPL lupus? Oui, alors c'est le traitement spécifique de la maladie sous-jacente, voilà, plaquenil, corticoïdes, traitement spécifique si on peut le faire, effectivement. Oui.